give my bros a decent time out every time I think I found my purpose. Found my purpose, yeah. Slung that. I don't wanna write this down. I don't wanna tell you how I feel right now. I don't wanna take no time to write this down. I don't wanna tell you how I feel right now. Hey, tomorrow may never come. For you or me, life is not promised. Tomorrow may never show up. For you and me, this life is not promised. I ain't no perfect man, I'm trying to do the best that I can with what it is I have. I ain't no perfect man, I'm trying to do the best that I can with what it is I have. Put my heart and soul into the song. Yes, yes. I hope you feel me from where I am to wherever you are. I mean that sincerely. Tomorrow may never come. For you and me, life is not promised. Tomorrow may never appear. You better hold this very moment. It's very close to you right now. Very close to you right now. So close to you right now. So close to you. Don't be afraid. Bonjour et re-bienvenue à l'événement La Transition s'invite. Vous avez eu la chance d'écouter l'excellente musique de Koussi 5 minutes avant l'activité. Puis c'est une tradition qu'on va garder jusqu'à la fin de la journée. Donc connectez-vous 5 minutes avant chaque début d'activité. Puis vous allez pouvoir profiter de sa musique. Je répète, son nom est Koussi. Événement, la transition s'invite, événement qui nous invite à se rassembler pour apprendre, co-créer et propulser la transition écologique sous toutes ses formes pour développer de nouveaux savoirs et amplifier le pouvoir d'action des jeunes et des adultes. Comme vous le savez, la transition s'invite se déroule du 21 au 23 février 2022, donc se termine aujourd'hui, ce soir. Donc, participez en grand nombre. L'événement s'inscrit dans le cadre de la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique offerte aux écoles secondaires et aussi dans la lignée du Pacte de l'école québécoise, notre appel à l'engagement et feuille de route pour accélérer la transition écologique à l'école. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le www.lab22.org. Ça apparaît ici. Je me présente, je m'appelle Carl-Antoine Supris, je suis comédien et également co-animateur à l'événement La Transition s'invite. Ça, c'est mon nom ici, là. Ouh, c'est long, hein? C'est long. C'est moi, ça. Je dois rappeler quelques petits aspects techniques avant qu'on commence.
Si jamais on vous donne la parole, c'est important de se renommer. Donc, votre nom complet, école ou organisation, s'il y a lieu, pour faciliter la compréhension de tous et toutes. Pour ce qui est des questions, vous avez 2 choix. Donc, soit la question écrite, vous faites juste écrire votre question dans le module QR dans le bas de votre écran, ou la question de vive voix. Donc, faites juste lever la main là, avec le petit bouton que vous voyez également dans le bas de votre écran. Attendez qu'on vous donne l'accès panéliste, qu'on vous nomme, puis faites juste ouvrir votre micro, votre caméra et poser votre question tout simplement. Pour tout commentaire, on vous invite à utiliser le chat. C'est important de participer avec nous, surtout aujourd'hui. Là, ça va être vraiment bénéfique pour l'activité. Plus on est nombreux, plus on a de plaisir. Puis, je dois mentionner également que l'activité est enregistrée. Donc, pour ce qui est de l'activité aujourd'hui, l'activité sera pilotée par Blandine Aliaga, agente de projet chez Enviro Compétences et porte sur les métiers et formations d'avenir en environnement. Donc, si vous êtes jeune, par exemple au secondaire, que vous avez un choix de carrière à faire et que vous êtes passionné d'environnement, c'est vraiment l'activité pour vous. Donc, soyez attentifs, participez avec nous et posez vos questions si jamais vous en avez. C'est vraiment le temps. D'ailleurs, il y aura une période de questions à la toute fin de l'activité, donc gênez-vous pas pour poser toutes les questions qui vous tracassent. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vais faire une courte description, je vais faire une courte bio, excusez-moi, de Blandine. D'abord embauchée en tant qu'adjointe à la direction et au projet, la direction lui confie rapidement le poste d'agente de projet, poste qu'elle occupe depuis près de 4 ans maintenant. Détentrice d'un diplôme en éducation à la petite enfance et d'un baccalauréat en sciences humaines et sociales, Blandine a occupé des postes variés au cours de sa vie professionnelle. Véritable caméléon du service à la clientèle, en passant par l'éducation et la gestion de projets, un seul et même fil conducteur, l'humain. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Blandine Aliaga. Allô, Blandine? Allô, Carl-Antoine. Merci beaucoup pour cette belle introduction et j'avoue que tu as une très belle diction. Je vais essayer d'être à la hauteur. Là. C'est pas facile de passer après toi, mais bon. Oh non, arrête. Donc, je suis ravie de participer à la transition s'invite avec vous tous aujourd'hui et de vous parler plus précisément des métiers et des formations d'avenir en environnement. Donc, c'est ça, le secteur de l'environnement est en pleine expansion. Donc, il y a de belles possibilités de carrière qui s'annoncent pour tous ceux qui le souhaitent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs métiers pour lesquels il y a de grands besoins, donc ce qu'on appelle des métiers d'avenir, pour lesquels, si jamais ça vous tente d'embarquer dans des études ou d'entrer en contact avec des entreprises, vous aurez de grandes chances d'avoir une job rapidement et d'évoluer. Voilà. Alors, si on peut balancer sur la présentation, ça serait parfait, super. Bon, alors, métier et formation d'avenir en environnement, ça je viens de le dire, mon nom, c'est parfait. Donc, dans le fond, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va jaser de quoi aujourd'hui? Finalement, on va brasser plusieurs thèmes. On va définir un petit peu ensemble un métier d'avenir, c'est quoi? Et travailler en environnement, c'est quoi? Pour certaines personnes, ça reste encore un petit peu vague. C'est quoi un métier en environnement? Il y a des métiers méconnus qui souffrent de préjugés. Je vais essayer de vous montrer tout ça. La présentation des différents secteurs d'activité en environnement. L'environnement est cloisonné en différents secteurs et sous-secteurs, donc je vais vous les présenter. Et ensuite, je vais vous faire un survol parce que je n'aurai pas le temps de passer tous les métiers d'avenir non plus en environnement, mais je vais essayer d'être le plus concise possible. Donc, tous les métiers les plus en demande et leur impact sur la communauté et sur la planète pour vous montrer en fait que travailler en environnement, c'est aussi apporter sa petite pierre à l'édifice et être acteur du changement finalement, donc de la transition aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un métier d'avenir? Alors, quand il y a pénurie de main-d'œuvre, donc quand l'offre d'emploi, je recommence. Quand il y a plus finalement de personnes, moins de personnes qui cherchent de jobs que de jobs disponibles, on parle de pénurie, donc de main-d'œuvre. On y est actuellement, là, la crise de la Covid n'a rien arrangé. Donc, il y a énormément de métiers et professions qui sont considérés comme étant des métiers d'avenir en environnement. Donc, c'est donc un excellent choix de carrière que d'aller vers ces professions et ces métiers-là. Donc, les métiers, les professions d'avenir, ils présentent tous une forte croissance de l'emploi, comme je viens de l'expliquer, et un grand besoin de remplacement, par exemple, de nombreux départs à la retraite. Il faut remplacer toutes ces personnes qui s'en vont par de nouvelles recrues. Et donc, ces métiers-là sont
des métiers d'avenir. Donc, bien souvent, il s'agit de métiers ou de professions. Oh, je m'excuse, c'est passé un petit peu rapidement. Merci. Il s'agit de métiers et professions qui n'attirent pas suffisamment de personnes. Souvent, c'est des métiers méconnus ou souffrant de préjugés. Je vais vous en présenter quelques-uns. Et des fois même, les gens ne savent même pas que ce sont des métiers en environnement. Donc, travailler en environnement, j'ai mis une citation de ma directrice générale parce que je trouve que la phrase est très joliment menée. L'environnement, c'est un secteur d'avenir, un secteur en croissance, donc ça, je viens de vous le dire, et surtout un secteur qui est pris en compte dans toutes les politiques internationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de professions qui vont être considérés comme étant en environnement et qui ne le sont pas pour l'instant, donc des métiers un petit peu verdissants, c'est-à-dire que dans des entreprises qui ne travaillent pas en environnement pour le moment, des postes qui sont créés pour amener les entreprises à développer des démarches de développement durable, par exemple, etc. Donc, c'est ça. Donc, travailler en environnement, c'est appliquer ses convictions au quotidien. C'est ça. Pour travailler en environnement, il faut être investi, il faut aimer la planète, aimer apporter sa pierre à l'édifice et donc en travaillant au quotidien en environnement, mais c'est ça qu'on fait. Donc, c'est un très beau secteur. Donc, en résumé, il faut faire une différence en protégeant ou en restaurant l'environnement ou en sensibilisant les gens également. C'est des emplois enrichissants, porteurs de sens, et ça vous permettrait de conjuguer passion, nature et vie professionnelle. Alors, je dis nature, évidemment, tous les travailleurs de l'environnement ne travaillent pas les deux pieds dans la terre, mais il y a toujours ce lien qui est là et qui est présent tout au long de tous les emplois disponibles. Alors, on parle aussi d'emplois verts. C'est quelque chose que vous allez pouvoir rencontrer dans des visuels sur les réseaux sociaux. Vous allez en entendre parler. Un emploi vert, c'est un emploi qui est dans une entreprise qui offre des services et des produits qui apportent un bénéfice à l'environnement ou qui permettent de conserver des ressources naturelles. Et c'est aussi des emplois où les tâches incluent de rendre les processus plus efficaces et respectueux de l'environnement. Donc, c'est ça. Des emplois verts, donc respectueux de l'environnement, et des emplois porteurs de sens. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur et le maître mot pour les emplois verts. Pour vous parler un petit peu du secteur de l'environnement, alors au Québec, c'est 8 sous-secteurs que je vais vous présenter et c'est les chiffres datent de 2020, là, mais plus de 9 834 établissements situés dans toutes les régions administratives, c'est ça, du Québec. Donc, on voit qu'il y a énormément d'établissements et plus de 68 214 emplois. Ça, on parle d'un chiffre qui date de 2016, mais aujourd'hui, il avoisinerait plus les 70 000. Donc, le secteur de l'environnement, il y a de la job. Voilà. Et aussi, ça, ce n'est pas un chiffre qui est négligeable, 77% des entreprises de tous les sous-secteurs de l'environnement confondus sont considérés comme des métiers et des travailleurs essentiels. C'est-à-dire que beau temps, mauvais temps, temps de pénurie, pas de pénurie, pardon, de pandémie, il continue de travailler. Donc, on ne perd pas sa job, ou en tout cas, on a moins de chance, en tout cas, que dans d'autres secteurs qui seraient un petit peu plus instables. S'il n'y a pas de chauffeur éboueur pour ramasser les poubelles, s'il n'y a pas de technicien pour traiter de l'eau potable, on ne peut pas continuer. Donc, ce sont des métiers essentiels. Bon, maintenant, je vais vous parler donc des 8 sous-secteurs de la filière environnementale. Alors, il y a le secteur de l'eau, le secteur des sols, le secteur de l'air et des changements climatiques, celui de services conseils et laboratoires environnementaux, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui sont dans le même. Ensuite, matières résiduelles et dangereuses et résiduelles, ça marche aussi, la conciergerie et restauration après sinistre. Alors, je vais vous les présenter plus en détail maintenant. Le secteur de l'eau. Alors, celui-là, il est quand même assez connu. C'est le plus important du Québec, d'ailleurs, dans le secteur de l'environnement. Donc, ça englobe à la fois le traitement de l'eau potable et le traitement des eaux usées. De manière générale, donc, les entreprises de ce secteur œuvrent à fournir des services locaux, comme par exemple traiter l'eau potable, assainir les eaux usées. Voilà, donc, travaillent essentiellement les travailleurs de ce secteur-là dans des usines de traitement ou de filtration des eaux, mais aussi auprès, par exemple, d'entreprises privées qui fournissent de l'équipement, donc tout ce qui est machinerie, etc., pour traiter l'eau. Mais principalement, c'est quand même les municipalités qui brassent le plus de ces employeurs, de ces employés-là, pardon.
Là, je vais vous parler un petit peu à chaque fois que je vous parle de secteur, des métiers et professions les plus en demande, puisqu'on est là pour parler des métiers d'avenir. Alors là, on a sélectionné quelques-uns pour lesquels il y a une forte demande. Donc, opérateur en traitement d'eau potable ou opérateur en traitement d'eau usée. Il faut savoir que c'est deux certifications distinctes. Il peut y avoir également ingénieur de procédés. Alors, l'opérateur en traitement d'eau potable, c'est celui évidemment qui est à l'usine et qui va traiter l'eau pour la rendre potable, pour la distribuer donc à la communauté. Et celui qui traite l'eau usée, il faut savoir que toutes les eaux qui sont utilisées, par exemple dans les usines, passent par un traitement pour être relâchées dans la nature. On ne peut pas relâcher une eau qui est contaminée ou qui ne respecte pas les réglementations en vigueur. Voilà. Donc l'opérateur est en charge de toute cette partie-là. L'ingénieur de procédé, lui, c'est plus celui qui va mettre sur pied des procédés pour justement filtrer, traiter l'eau. Plus l'eau, c'est vraiment la qualité de l'eau qui va être traitée, qui va déterminer les procédés qui vont être utilisés. Donc ça, c'est l'ingénieur qui s'en charge. Le chargé de projet, lui, il va vraiment s'assurer de la gestion du projet de A à Z, c'est-à-dire à partir du moment où il sait comment l'eau doit être traitée, lui va s'assurer d'avoir le personnel disponible, de tenir un échéancier, de mener à bien le projet de A à Z. L'inspecteur en eau et assainissement, bon, ben lui, c'est ça, il vient, il inspecte, il regarde les prélèvements qui ont été faits, si tout est dans les taux acceptables selon les réglementations en vigueur, et il fait des rapports, excusez-moi. Et mécanicien de machinerie fixe, c'en est un autre qui travaille donc dans les usines de filtration ou de traitement d'eau. Eux, ça va être plus des personnes qui vont intervenir sur la machinerie, donc pour réparer, entretenir, faire la maintenance. Donc, c'est des personnes très importantes. Et c'est aussi un des métiers en demande de ce secteur. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, hein, du mécanicien passant par l'ingénieur chargé de projet. Alors là, plus précisément, je vais vous parler d'opérateur en traitement d'eau potable. C'est celui pour lequel il y a le plus de demandes, on va dire. Donc, les perspectives d'emploi sont excellentes. Ça veut dire que plus de 95% des gens qui sortent de l'école se placent très rapidement. Le salaire moyen est quand même très attractif puisqu'on parle d'à peu près $33 de l'heure. Ça, c'est la moyenne. Donc, on peut commencer un petit peu en dessous puis évidemment accéder à un salaire plus important quand on est en fin de carrière ou qu'on a plus d'expérience. Et les études, il y a l'AEC en traitement des eaux, le DEC en technologie de l'eau et aussi le DEP de conduite de procédés de traitement de l'eau. Voilà. Il y a plusieurs moyens d'accéder à cet emploi-là. L'autre secteur, c'est le secteur des sols. Lui, il comprend toutes les entreprises qui vont réhabiliter, traiter et revaloriser les sols et aussi traiter l'eau souterraine. Ça veut dire à chaque fois qu'on veut construire un bâtiment sur un sol, on l'analyse, on regarde de quoi ça a l'air, est-ce qu'on peut construire et quel type de construction on peut faire de façon sécuritaire. Si c'est contaminé, eh bien, c'est là que ces entreprises entrent en jeu, si vous voulez, et vont faire en sorte que les sols soient réhabilités. Donc, les employeurs potentiels, c'est des entreprises de services conseils et des laboratoires qui œuvrent en consultation, en analyse, en recherche, et ça peut également être des compagnies minières, par exemple. Les professions et métiers les plus en demande, techniciens en caractérisation des sols et réhabilitation de sites. Donc là, c'est vraiment eux qui vont aller échantillonner, analyser, forer pour aller voir ce qui se passe en dessous de la terre. Est-ce que le sol est contaminé? Est-ce qu'il est apte à recevoir la construction d'un bâtiment, par exemple? Le géologue, bon, mais lui, vraiment, il est plus comment dire, dans l'analyse pour avant, en fait. Le technicien en caractérisation des sols. Donc, lui va analyser les sols, regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire et de construire sur ces sites-là et comment le faire en fonction de la qualité de la terre et des sols. Le chargé de projet, bon, mais lui, c'est un petit peu comme le chargé de projet en eau. Hein, ils prennent un projet de A à Z. Et là, on a sélectionné plus particulièrement celui de chargé de projet en évaluation des risques et éco-toxicologiques.
Là, on zoome sur technicien en caractérisation des sols. Les perspectives d'emploi sont excellentes, évidemment, puisqu'on est toujours dans les métiers d'avenir. Le salaire moyen, super intéressant, de 28 $ de l'heure et pouvant aller jusqu'à 42 heures avec expérience. Et vous avez également sur la slide les différents moyens d'y accéder, donc les études AEC ou DEC. Ça dépend le chemin qu'on veut emprunter, la longueur des études qu'on veut faire et la spécialisation qu'on veut avoir. Voilà. Le secteur de l'air et des changements climatiques, alors celui-là comprend toutes les entreprises qui œuvrent donc pour assurer la qualité de l'air intérieur et aussi même des études et agissent pour que la qualité de la pollution, pour lutter contre la pollution atmosphérique, les gaz à effet de serre, etc. Donc, c'est un secteur en forte croissance, notamment depuis l'apparition de la COVID-19, puisqu'on a vu qu'avec l'apparition de la COVID-19, la qualité de l'air, c'était important puisque le virus peut être aéroporté. Donc, il faut entretenir ces réseaux de ventilation et les assainir. Donc, les employeurs potentiels, c'est les entreprises de services conseils, les laboratoires, les consultants également, et tous ceux qui fournissent des climatiseurs, des systèmes de ventilation aussi qui ont un service de suivi, d'après-vente, etc. et de maintenance. Les métiers et professions les plus en demande, donc c'est les techniciens en fait qui vont intervenir sur ces outillages-là, donc les équilibrages des systèmes de ventilation, donc eux ils vont équilibrer la ventilation entre des différentes pièces, ils vont faire en sorte que dans le bureau de Christine il fait aussi bon que dans le bureau de Sophie. Les techniciens en assainissement des systèmes de ventilation, eux, comme le nom l'indique, ils s'emploient plus à assainir les systèmes de ventilation, les nettoyer, les virus, etc. Faire en sorte que la qualité de l'air soit toujours optimale. Oh, ingénieur hydraulique, il n'est pas à la bonne place, il y a une erreur de ma part, je m'en excuse. Et météorologue, bon, là, c'est plutôt clair, c'est des personnes qui étudient le temps et... Ah, excusez-moi. Bon, alors, technicien en assainissement des systèmes de ventilation, donc c'est celui qui va donc assainir, comme je viens de le dire. Les perspectives d'emploi sont excellentes, le taux horaire est très intéressant aussi, puis peut monter rapidement avec l'expérience. Il n'y a pas de formation requise avant l'embauche pour cet emploi-là, donc c'est assez intéressant aussi. Et puis, il y a des programmes d'apprentissage en milieu de travail qui sont possibles au sein des entreprises. Donc, vous êtes jumelé avec un travailleur d'expérience et vous apprenez le métier sur le tas, si on peut dire. Donc, c'est assez intéressant et accessible. Ensuite, on passe au secteur des services conseils et laboratoires. Alors là, comme son nom l'indique, c'est tous les laboratoires qui effectuent donc des recherches, rédigent des rapports, font des analyses pour voir. Ça peut être aussi bien la qualité de l'air, du sol, de l'eau. Là, ils brassent vraiment la microbiologie. C'est assez large. Les employeurs potentiels, ça peut être le gouvernement, ça peut être les municipalités, ça peut être un centre de recherche, des cabinets d'experts conseils, etc. Et les métiers et professions en demande, alors analystes en microbiologie environnementale, donc ceux qui mènent donc les analyses sur le terrain et en laboratoire, les agents techniques en laboratoire en chimie, superviseur de laboratoire, comme son nom l'indique, lui va plus avoir la charge d'une équipe, et le technicien de laboratoire, c'est vraiment celui qui effectue donc les analyses une fois l'échantillonnage déjà effectué. On va zoomer plus précisément sur technicien de laboratoire en microbiologie. Donc, les perspectives d'emploi sont excellentes. On commence avec un salaire moyen de 25 $ de l'heure et on peut évidemment monter jusqu'à plus suivant l'expérience. Et vous voyez que pour accéder donc, à ce métier-là, il y a plusieurs possibilités, que ce soit DEC, BAC, AEC. Il y a plusieurs passages. Les énergies renouvelables et efficacité énergétique, alors là, on est sur des entreprises vraiment qui effectuent donc également de la recherche, qui font des rapports à la demande d'entreprises, par exemple, ou même du gouvernement. Et donc, elles offrent des services de gestion d'efficacité énergétique également. Donc, c'est pour des consultants qui aident les entreprises à avoir une meilleure... je perds mon mot, mais bon, je vais le retrouver. Mais en tout cas, c'est ça, à mieux gérer finalement leurs énergies.
Les employeurs potentiels, bon, on vient de les passer rapidement dans la slide précédente, des entreprises qui offrent des services de production d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique et des consultants également. Métiers et professions en demande, donc opérateurs et techniciens, dont génie électrique aussi et énergie renouvelable, les conseillers en efficacité énergétique, qui eux vont conseiller des entreprises qui les engagent pour trouver la meilleure formule pour être le plus respectueux énergiquement parlant. L'ingénieur en énergie renouvelable et consultant en gestion de l'énergie. Excusez-moi, j'ai eu on va zoomer plus précisément sur l'ingénieur en efficacité énergétique. Comme vous pouvez voir, les perspectives d'emploi sont excellentes. On a un salaire moyen qui est hyper avantageux quand même et qui peut grimper même jusqu'à 60 $ de l'heure avec expérience. Et pour y accéder, donc c'est un bac en génie mécanique ou en efficacité énergétique, mais on sait maintenant aussi qu'il y a d'autres bacs qui peuvent être pris en considération avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est ça, des fois, les entreprises sont un petit peu plus conciliantes également. Le secteur des matières résiduelles et dangereuses, alors ce secteur comprend les entreprises qui collectent, recyclent et valorisent les déchets et les matières dangereuses, et aussi les entreprises qui font du nettoyage industriel. Alors, pour la première partie de collecte, on connaît tous donc, les entreprises qui viennent collecter les poubelles, les matières recyclables, biodégradables. Et il y a également quand même dans ce sous-secteur-là les entreprises qui font du nettoyage industriel. Alors, eux, ils interviennent un petit peu plus quand il y a des déversements, par exemple, une substance, il y a un accident, un camion-citerne qui s'est renversé, il faut aller pomper la matière pour ne pas qu'elle soit justement absorbée par les nappes phréatiques, etc., ou qu'elle passe dans les égouts. C'est eux qui viennent et qui vont pomper justement et nettoyer, assainir quand il y a eu un sinistre comme ça. Les employeurs potentiels, alors il y a les municipalités, bien sûr, les entreprises privées donc, de gestion de matières résiduelles, donc ceux qui font de la collecte ou du nettoyage industriel, comme je viens de vous le dire, et les entreprises de récupération et de recyclage, comme les centres de tri ou de revalorisation. Donc les centres de tri, c'est là qu'arrivent toutes nos poubelles et nos déchets, donc recyclables qui passent sur un tapis roulant, les personnes les trient la revalorisation, c'est quand des fois ces matières sont réutilisées justement et par d'autres entreprises et donc boucle un petit peu tout ça pour éviter que ça passe à la poubelle. On revalorise. Les métiers et professions en demande, donc opérateurs en nettoyage industriel, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est ceux qui vont vraiment venir nettoyer, pomper quand il y a eu un déversement. Trieurs, donc c'est ceux qui trient justement dans les centres de tri les matières recyclables, par exemple. Ça peut être le carton, ça peut être le fer, ça peut être le bois également. Contremaître à la maintenance, ça c'est vraiment ceux qui sont superviseurs dans une usine ou un centre de tri, par exemple, et à la maintenance, donc ils s'occupent vraiment de la machinerie, que tout fonctionne correctement pour que la chaîne de production continue d'être efficace. Le chauffeur de camion de collecte de déchets, c'est le chauffeur éboueur, et il peut aussi bien chauffer un camion de recyclage, de compost, c'est ça. Donc, il y a différents types de camions qui peuvent être chauffés. Et la déboueur, lui, c'est vraiment celui qui est en arrière du camion et qui ramasse les poubelles et les met dans la benne. C'est ça. Alors, les conducteurs, conductrices de camions de collecte de déchets, on a choisi ce métier-là parce qu'il offre quand même de belles conditions d'emploi sans avoir un niveau d'études très élevé. On va dire le DEP en transport routier, c'est tout ce qui est demandé finalement pour accéder à ce poste-là, d'avoir le permis. Et ensuite, on est vraiment en formation avec l'entreprise qui vous embauche finalement. Donc, c'est ça. La conciergerie. Alors, la conciergerie, celui-là, les gens sont souvent surpris quand ils le voient dans le secteur de l'environnement, mais c'est toutes les entreprises qui font de l'entretien ménager, donc des édifices publics, des hôtels, des restaurants, des auberges, etc., et des tours de bureaux, par exemple. Pourquoi ils se retrouvent dans le secteur de l'environnement? Tout simplement parce que ils déversent énormément aussi de produits finalement qui s'ils sont mal utilisés ou mal relâchés dans l'environnement, pourraient avoir un gros impact
C'est pour ça qu'ils sont dans notre secteur de l'environnement. Et aussi, c'est un secteur en pleine expansion, notamment depuis la pandémie mondiale, parce que on a vraiment renforcé toutes les mesures d'entretien, les procédures de nettoyage, etc., étaient beaucoup plus complexes. Les employés potentiels, les entreprises privées en entretien ménager, les municipalités également, des fois pour leurs édifices, embauchent des personnes dans ce secteur. Les métiers et professions en demande, donc préposés à l'entretien ménager et superviseurs d'équipe en entretien ménager. Il y a aussi répartiteurs également qui pourraient être dans cette catégorie-là. Là, si on fait un zoom sur les préposés à l'entretien ménager, c'est une job pour laquelle il y a de très belles perspectives d'emploi. Il n'y a aucune formation qui est requise avant l'embauche et un taux qui commence à partir aux alentours de 20 $ de l'heure, donc qui est quand même assez attractif également. La restauration après sinistre. Alors, ce secteur-là, c'est toutes les entreprises qui œuvrent, qui viennent quand il y a eu un sinistre, que ce soit le feu, que ce soit une inondation, que ce soit, vous vous rendez compte qu'il y a de l'amiante dans vos murs, eh bien, ce sont eux qui viennent et qui vont assécher, assainir, contrôler les odeurs après un feu, par exemple, qui vont nettoyer et rendre finalement les lieux sécuritaires et respectueux pour les habitants et pour leur santé. Donc, les employeurs potentiels, ce sont toutes les entreprises privées en restauration après sinistre et les métiers, les professions les plus en demande, techniciens en restauration après sinistre. Techniciens en restauration après sinistre, c'est tous ceux justement qui viennent, ils évaluent le sinistre et ce qui est arrivé, par exemple, après l'inondation. Il faut ouvrir, il faut assécher, comment on va s'y prendre, quelles sont les étapes. Donc, ils sont en contact direct avec les personnes sinistrées aussi, donc ça prend beaucoup d'entre-gens, d'empathie et de tact. Ensuite, il y a les techniciens en restauration de contenu. Eux, ça va plus être, on va leur acheminer justement les rideaux, les meubles, tout ce qui a été abîmé par le feu, par exemple, ou par l'inondation, et ils vont restaurer tous ces meubles-là, ces équipements, pour qu'on les ramène justement aux propriétaires. Le superviseur d'équipe et répartiteur, lui, c'est vraiment celui qui gère. Ça peut être aussi chargé de projet dans certaines entreprises. Ils ont différentes appellations. Technicien en restauration après sinistre, on voit que les perspectives d'emploi sont bonnes, que le taux horaire commence à partir de 20 $ de l'heure et peut grimper jusqu'à presque 27 $ de l'heure, dépendamment de l'expérience. Et là, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de formation avant d'entrer dans une entreprise, mais il existe un programme d'apprentissage en milieu de travail qui va aider justement les personnes à acquérir leurs connaissances et leur savoir-faire, en étant jumelé avec un travailleur d'expérience sur le terrain, donc au sein de l'entreprise, en étant payé. Donc ça, c'est un programme super avantageux également. Donc, en bref, travailler en environnement, vous avez pu le voir, c'est des emplois variés et avec différents profils académiques. On a vu qu'il y en avait aussi bien pour les intellectuels que pour les profils scientifiques et que pour les personnes qui sont plus sur les savoirs manuels. C'est des emplois qui sont quand même enrichissants et valorisants, porteurs de sens, qui vont stimuler votre curiosité et vos connaissances au quotidien, parce que beaucoup des métiers aussi que je vous ai présentés, comme technicien en réhabilitation de site et opérateur en traitement d'eau potable, par exemple, sont soumis à des réglementations, donc il faut se tenir au courant. Il y a des formations qu'il faut avoir en continu pour continuer à avoir ses cartes, par exemple, de compétences, continuer à faire son métier comme il se doit. Et travailler en environnement, c'est tout simplement s'engager pour la communauté et pour la planète, parce que finalement, si ce n'est pas nous qui le faisons, ça sera qui? Donc, tous ces métiers-là sont porteurs de sens et permettent à tout le monde de vivre finalement. Si l'opérateur, comme je disais tantôt, ne traite pas l'eau potable, si le préposé à l'entretien ménager ne fait pas sa job, etc., eh bien là, on serait mal pris, comment dire. Et des fois, c'est même la santé publique qui s'en verrait affectée. Et là, je vais préparer une slide avec « Vers ton avenir » parce que chez Envirocompétences, on est en train de développer un projet. Je dis « on est en train » parce que vraiment, il va commencer à avoir le jour plus précisément dans un mois. Un métier qui s'appelle « Vers ton avenir ». Alors, vert, V-E-R-T, ce n'est pas une erreur de frappe. C'est vert comme verdoyant, vert comme verdissant, métier en environnement.
c'est pour présenter aux jeunes de 14 à 25 ans et aux personnes issues d'immigration les métiers disponibles en environnement, les métiers d'avenir, donc pour lesquels il y a de belles perspectives d'emploi. On a décidé de développer un jeu avec des bonhommes, comme vous pouvez les voir, des personnages en motion capture qui ont été créés et qui vont être présentés dans un jeu dans lequel le participant peut, de façon immersive, découvrir des métiers en environnement, découvrir les responsabilités de chacun des travailleurs, à quoi ressemble leur journée type, comment ils sont habillés ces gens-là au quotidien, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les études pour devenir technicien en restauration impressionniste, par exemple, ou technicien en caractérisation des sols. Ça prend quoi, c'est quoi les qualités requises. Il y a des témoignages qui seront disponibles et ce jeu, si vous voulez, cette aventure immersive sera proposée à travers des bornes interactives qui seront déployées dans toutes les institutions scolaires et les organismes en employabilité au Québec, donc dès le mois d'avril quand ça sera prêt. On va partir un petit peu en croisade dans toutes les régions administratives du Québec avec nos bornes et proposer aux jeunes de découvrir donc des métiers d'avenir en environnement. C'est ça. Je vois qu'il y a une question, je la vois passer. Ah ben, voilà, on va regarder la vidéo puis après. Génial, c'était magnifique, cette vidéo. Blandine, tu dis que ces bornes-là vont être disponibles, en fait, dans les écoles en avril, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À partir du mois d'avril, on va le déployer au sein des écoles et des organismes en employabilité dans tout le Québec. Donc, nous, on a listé toutes les écoles secondaires, les cégeps, dans notre base de données et on va faire un envoi massif pour proposer aux écoles de participer. Donc, toutes celles et ceux qui sont intéressés à accueillir une borne gratuitement, c'est ça, pourront nous en faire part. Puis oui, les écoles privées également, j'ai vu le message passer, vont pouvoir nous en faire part pour pouvoir accueillir une de ces bornes. Et le jeu va également être accessible via un code QR. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité cette année d'accueillir la borne, par exemple, il va y avoir un code QR qui va être partagé sur nos réseaux sociaux, qui va être partagé via notre base de données, via les partenaires de diffusion aussi, des centres locaux d'emploi, des organismes en employabilité qui vont nous aider aussi en relayant l'information massivement. Donc, s'il y a des intéressés, vous pouvez entrer en contact avec moi également. Ça va me faire plaisir d'acheminer une borne jusqu'à vos écoles pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers en environnement et les formations qui y sont associées finalement. Génial. Ben, écoutez, on va passer à la période des questions. Je vais tout de suite donner la parole à Annie Letendre qui est avec nous. Bonjour Annie. Oh, je pense que votre micro est fermé, ouais. Désolée. Aucun problème. Ça va bien? Ça va super bien vous-même. Ça va bien, merci. Je travaille à l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM et je suis très intéressée par votre présentation. Maintenant, je comprends que c'est l'industrie de l'environnement des entreprises de services. Est-ce que vous avez comme projet d'ouvrir les horizons de envirocompétences pour inclure plus des gens du bac ou des gens de la maîtrise qui travaillent en conservation, en ISO 14000, système de gestion environnementale, etc.?
Oui, absolument. Et je vous dirais qu'on est en train, avec le projet justement Vers ton avenir, et actuellement on est en train de se déployer un petit peu plus et de créer en fait un répertoire des formations. On en a déjà un, mais il est pas exhaustif pour l'instant. Puis on est en train vraiment de rentrer en phase de promotion auprès des jeunes et donc de déployer un petit peu nos ailes, si je peux dire ça comme ça. Et on pourrait rentrer en contact si vous voulez pour en discuter aussi, là, sans aucun problème. Parce que oui, on a Certainement. dans l'optique d'ouvrir notre horizon un petit peu plus. Puis il y a des métiers, justement, où ça prend un bac. On est en train de répertorier tout ça, là, tous les organismes de formation pour donner leur juste aux gens également, là, puis promouvoir vraiment le plus de métiers possible. Mhm. Oui, tout à fait. Puis je trouve ça intéressant. Éventuellement, ça vous intéresse de faire une collaboration à ce niveau-là, parce qu'au bac et à la maîtrise aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On doit Absolument. diffuser de 500 à 1000 emplois en environnement annuellement, alors qu'on a une cinquantaine de finissants. Exact. Oui, oui. Mais on a Excellent. cette problématique, ouais, on l'a vu, nous, les opérateurs en traitement d'eau potable, par exemple, il y a des fois 15 personnes qui sortent du DEP alors que ça prendrait 200 personnes, tu sais, à l'emploi. Fait que c'est pareil pour les météorologues, pour le génie, etc. Tu sais, c'est sûr qu'il y a énormément La pénurie de main-d'œuvre est partout, la touche pas seulement les techniciens. Et que c'est sûr qu'on veut s'en parler, Annie. Avec plaisir. Mais merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais maintenant donner la parole à Marie-Ève. Marie-Ève n'a pas de caméra, mais quand même, on l'a en audio. Marie-Ève, est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. On vous entend super bien. Vous pouvez poser votre question. OK, super. Je suis présentement à Omi-Oyak, au Nunavik. Donc, c'est ça, je suis toute nouvelle là, dans la région. Mais d'abord, je me demandais juste, éventuellement pour la borne, si on a besoin d'une technologie particulière. Parce que, évidemment, ici, évidemment. En fait, la technologie, parfois, c'est pas... ça coupe, ça, là, donc je ne sais pas comment fonctionne votre borne. C'est une excellente question, Marie-Ève. À qui on doit contacter pour... Le contact, c'est moi. Et puis, je pourrais envoyer dans le chat mon courriel si vous voulez. Comme ça, les personnes intéressées pourront le copier-coller puis l'avoir. Et puis, pour votre question, les bornes, on a fait exprès justement de créer, si vous voulez, la borne de façon indépendante, fait qu'elle n'a pas besoin d'être connectée à Internet pour fonctionner. Le jeu est intégré dans la borne, si vous voulez. Fait que s'il y a un problème de connexion ou autre, la borne est autonome, elle peut rouler, l'activité peut être offerte aux participants. Donc, ça permet aux régions peut-être où la connexion n'est pas optimale, tu sais, de pouvoir justement bénéficier de cette activité-là. Et si un jour, il y a un problème avec le réseau, l'activité est maintenue également. Donc, c'est ça. Donc, ça me fait plaisir d'envoyer mon courriel dans le... OK. Et j'ai une autre question, en fait, si pour les possibilités d'emploi dans le nord du Québec au niveau environnemental, est-ce que vous avez un peu une idée, en fait, si on fait la promotion de ces formations-là? Alors, nous, on a un site internet qui s'appelle Enviro Emploi, sur lequel on répertorie donc les offres d'emploi qu'on reçoit de la part des entreprises participantes qui peuvent être consultées par région, par secteur d'activité. Donc, c'est sûr que là, on peut les mettre à l'honneur aussi à chaque fois qu'on se déplace dans ces régions-là. Sinon, je vous dirais qu'on est en train de travailler sur des partenariats aussi, puisque le projet débute et c'est un projet pilote, donc on a encore des choses à améliorer là, puis on va rentrer en phase 2 l'année prochaine et on veut développer des partenariats, par exemple, avec Emploi en région, avec des organismes comme ça qui vont nous aider aussi à aller chercher les gens qui sont peut-être moins connectés à nous, si vous voulez, de façon plus directe, parce que c'est pas là qu'on était le plus déployé de base, donc on essaye d'ouvrir un petit peu les horizons, puis d'aller chercher justement les gens qui sont aussi éloignés. C'est pour ça qu'on a créé l'application responsive également, parce qu'à la base, il devait y avoir que les bornes, puis après, on s'est dit, il y a quand même des endroits plus reculés où ça sera peut-être compliqué d'envoyer la borne aussi pour des raisons de coût et d'acheminement, le logistique. Et dans le fond, le fait de déployer l'application responsive, ça permet à toutes les personnes de faire l'activité aussi, sans avoir la borne physique, certes, mais...
C'est juste le nom de l'application Responsible, c'est ça? Ah non, ça c'est un terme qu'on utilise pour dire que l'application, si vous voulez, elle est normalement disponible sur la borne et le même jeu est disponible également sur tablette et cellulaire. Mais le jeu s'appelle Vers ton avenir, l'activité. Vers OK. VERT. D'accord. Donc, si on ne peut pas avoir la borne, on peut quand même avoir accès si on a une tablette ou quelque chose comme ça. Oui, absolument. Nous, on va partager le code QR massivement sur nos réseaux sociaux, etc. Fait que si jamais, je ne sais pas après si quelqu'un de chez Lab 22 veut faire le lien et envoyer l'information aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui, ça va me faire plaisir là, d'envoyer l'information. Oui, ben, peut-être OK, qu'on peut. merci beaucoup. Merci à vous, c'est vraiment gentil. Merci de votre participation, c'est gentil. Je pense que oui, effectivement, on va pouvoir le mettre dans le chat également avec votre courriel pour que les gens puissent vous rejoindre, Blandine. On va y aller avec une dernière question. Avant toute chose, je veux juste valider pour ce qui est de l'application tablette, la version mobile, etc. Tout ça va se faire gratuitement, j'imagine? Oui, absolument. Tout a été budgétisé. Nous, on travaille avec la CPMT, qui est notre bailleur de fonds, la Commission des partenaires du marché du travail. On a tout budgétisé, donc l'envoi des bornes au sein des écoles, etc. Donc, c'est une activité gratuite pour les écoles et les organismes en employabilité qui veulent recevoir la borne. La borne également, ça va être. Les écoles ont seulement Oui, besoin de. tout est gratuit pour les participants, vraiment, tout est budgétisé. OK. Puis j'ai une dernière question de la part de Jacqueline. En fait, je sais que tantôt, on avait parlé d'avril, mais la question, c'est quand est-ce qu'on pourra se procurer ce jeu? Donc, je pense que c'est plus quand est-ce que réalistement, on va avoir la borne dans les écoles comme telle. Est-ce que c'est à partir d'avril qu'on pourra la commander? Ou Oui. OK. Oui, en fait, c'est ça. C'est à partir d'avril que là... On a déjà planifié l'envoi dans certaines écoles pour le début avril, mais on va redéployer. On a déjà fait de la communication à ce sujet là, il y a 1 mois ou 2, mais on est en train de bonifier notre base de données aussi au fur et à mesure, donc au niveau des écoles, etc. Donc ça s'en vient. Puis là, on va refaire un envoi en disant que les bornes à partir du mois de mai. Après, on sait aussi que les écoles, pour la période estivale, bon, c'est pas forcément le moment où en juin ou en juillet, ils vont accueillir la borne, mais on peut quand même utiliser ce laps de temps-là pour planifier la venue de la borne dès la rentrée scolaire. Définitivement, puis je vous dirais quand même peut-être d'être préparé parce que je sens quand même déjà une forte... les gens semblent vraiment intéressés par le projet, d'autant plus que c'est gratuit, puis c'est vraiment intéressant pour les jeunes d'avoir ça dans les écoles, d'autant plus sur leur tablette et leur téléphone. Fait que je pense que la réponse va être assez grande. Là. Fait que je pense que dès septembre, on va avoir une forte vague, là, du moins avec le projet. Fait que je vous souhaite bonne chance avec ça. C'est vraiment un magnifique projet. J'ai adoré la petite vidéo. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour l'activité. C'est ce qui conclut l'activité. Merci énormément, Blandine, pour toutes ces informations-là. Vous en avez appris davantage sur les métiers. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Plusieurs autres activités vont s'offrir à vous jusqu'au 23 février, 19h. Donc, ce soir, 19h, vous pouvez consulter la programmation www.lab22.org pour vous assurer de ne rien manquer. La prochaine activité de la journée, échange avec Flore Vasseur, réalisatrice, et Memory Banda, jeune engagée autour du film Vivre en grand, Bigger Than Us, de 12h15 à 13h. Vous pouvez aussi visionner des capsules éducatives disponibles en tout temps sur le site Internet du Lab 22, comme j'ai mentionné tantôt. Les capsules portent sur une variété de sujets relatifs à la transition écologique et peuvent servir de contenu éducatif à diffuser en classe pour faire vivre aux élèves des ateliers pratiques ou stimuler des discussions tout simplement. Si jamais vous voulez faire bouger les choses à votre école, invitez votre direction d'école à signer le pacte de l'École québécoise pour passer de la parole aux actes ou appuyer celui-ci tout simplement en le signant vous-même pour démontrer votre appui au mouvement. Tous les détails se trouvent sur le site Internet du Lab 22. Avant de vous quitter, je tiens évidemment à remercier Blandine pour toutes ses pistes sur les métiers d'avenir en environnement et je tiens à remercier toute l'équipe, les collaborateurs, collaboratrices du Lab 22 ainsi que ses précieux partenaires. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. La transition se poursuit. Merci.